Merci, bonjour à tous. Je vais commencer par remercier l'AFA de l'organisation de cette journée et vous présenter, comme cela a été annoncé, les résultats du projet CROPS, en insistant aussi sur l'aspect pluridisciplinaire de ce projet. Ça a été dit ouvertement. Je vais essayer de temps en temps de souligner toute la richesse que nous avons eue à travailler à différentes disciplines. Donc, je suis le professeur Annabelle Derame et je suis environnementaliste. Moi, ma spécialité, c'est la qualité des sols et éventuellement l'impact que cela peut avoir sur l'environnement. Donc, la maladie de Crohn m'était totalement inconnue au début de projet. Cette interdisciplinarité s'exprime aussi par le nombre et par les équipes qui sont présentes et représentées toutes ici. Nous avons discuté tout ensemble pour concevoir des stratégies pour pouvoir avancer sur le sujet. Et j'aimerais notamment souligner la présence des porteurs et des animateurs du registre EPIMAD. Donc EPIMAD, pour en dire quelques mots, c'est un recueil continu et exhaustif des cas de Crohn et de RCH. C'est un registre qui a été reconnu et labellisé comme registre depuis 1992. Donc il y a cette histoire de périodicité qu'on va pouvoir intégrer grâce à ce registre EPIMAD. Il couvre 4 départements, donc des départements au nord donc le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et la Seine-Maritime. C'est le seul registre a priori que nous ayons en France et régulièrement nous l'évoquons comme le plus grand registre du monde. Donc voilà, nous avons la chance de bénéficier de ça. J'appartiens au laboratoire ainsi que différents membres de l'équipe LGCGE. Nous avons travaillé aussi avec des biostatisticiens et notamment des spécialistes de l'analyse spatiale. Donc je vais vous présenter ici des résultats qui sont liés à l'environnement au sens géographique et au sens qualité des milieux. Beaucoup de l'ouverture que Madame De Vos a mentionnée tout à l'heure avec pourquoi pas des sociologues, pourquoi pas des anthropologues. Évidemment, c'est quelque chose que nous avons fait. J'aimerais insister aussi sur nous avons travaillé donc avec des historiens qui sont également présents dans la salle et ça a été un véritable apport dans la réflexion et puis même dans les résultats que nous avons pu avoir, puisque de nouveau, les maladies s'expriment d'une part avec un temps de latence et d'autre part, l'exposition n'est pas forcément une exposition aiguë. Quand on parle de l'exposome, on mesure à un temps T. Or, on est exposé tout au long de notre vie et par différents moyens. Donc, la temporalité à prendre, l'évolution de la qualité de l'environnement est à prendre en compte. Et en ce sens, les apports que les historiens, finalement, ont donnés au projet nous ont permis d'avancer et de corroborer nos résultats d'une certaine manière. Le laboratoire Infinite également, donc là aussi représenté dans la salle, je ne sais plus exactement où, mais donc avec des toxicologues spécialistes de l'inflammation chronique. Donc ce qui veut dire qu'au moment de l'échange et des questions, vous aurez tous les spécialistes du groupe qui pourront intervenir et compléter le propos. L'introduction, en guise d'introduction, ça a déjà été dit, et puis vous êtes des sachants dans le domaine, l'étiologie de la maladie est peu connue. On a la chance d'avoir donc ce registre EPIMAD, et puis l'hétérogénéité spatiale de la maladie, puis les clusters spatiaux ont été mis en évidence, montrant une hétérogénéité de la répartition de l'incidence des maladies, ce qui contribue au faisceau de preuve du fait qu'il y a une certaine inégalité vis-à-vis de cette maladie en termes géographiques, et donc il y a un intérêt à étudier cet aspect de cette manière-là. Cette hétérogénéité a fortement contribué aux suspicions de facteurs de risques environnementaux, et c'est ce qui nous a amené à réfléchir tous ensemble, et donc à la création, grâce au professeur, au docteur Corinne Gower à l'époque, du consortium héroïque qui regroupe toutes les spécialités que j'ai mentionnées ici, et vous le voyez, déjà des sociologues, déjà des anthropologues, des géomaticiens, des environnementalistes et des historiens qui ont commencé à discuter de ce sujet pour mettre en place une stratégie pour répondre à cette fameuse question. L'étiologie est peu connue,
Donc, d'accord, ça c'est acquis. Comment on fait pour progresser dans ce domaine-là? L'environnement a l'air d'être une clé. Comment on fait pour intégrer l'environnement et avoir des pistes, puisque c'est notre travail, des pistes qui pourront ensuite être étayées, étudiées par des épidémiologistes qui viendront conforter, rendre robustes les hypothèses qu'on pourrait créer. Donc générer des hypothèses testables sur les facteurs causaux, ça c'était l'idée, et isoler des facteurs environnementaux. On est ici en 2018-2019. Madame Deveau disait encore tout à l'heure que ça a progressé extrêmement vite. Le professeur Vallée l'a souligné également. Pour vous donner une petite idée de cette évolution, quand le consortium héroïque est créé, à cette époque-là, on nous invite, nous, en tant qu'environnementalistes, et à la question, est-ce que vous avez des pistes, chers gastro-entérologues, chers cliniciens, est-ce que vous avez des pistes sur des facteurs environnementaux? On nous dit, oui, il y a quelques pistes, et on nous répond, alors je le fais en termes d'anecdote, mais on nous répond, oui, l'appendicite. Donc pour nous qui étudions la qualité des sols, comme facteur environnemental, ça ne nous a pas paru tout de suite... Bon, on s'est dit, là, on peut s'apporter des choses. Pourquoi je vous donne cette anecdote-là? Parce que dans les projets interdisciplinaires, voilà, même le terme environnement, nous avons eu besoin de l'éprouver, de le définir, de savoir finalement quelles questions on se posait. Et j'emploie le passé, mais en fait, c'est encore assez actuel. Régulièrement, on a besoin de remettre en perspective toutes les définitions, et quand on s'exprime, on a besoin de redéfinir correctement tout ce qu'on... Alors, j'ai pris une anecdote dans ce sens-là, mais il y avait des anecdotes aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire où on nous posait des questions, où on était un peu interloqués, et dans les questions, par exemple, il y a eu les premières discussions, c'était alors, quelles molécules on teste? Juste des molécules dans l'environnement, il y en a des milliers et des milliers. Et là, donc, a eu lieu la réflexion sur comment on fait et par quelle voie on démarre. Alors, ce rappel des facteurs et déterminants de l'environnement, on vient de parler de facteurs individuels comme l'alimentation, etc. Et puis, il y a une question sur la confluence. Est-ce que tous les paramètres jouent ensemble? Oui, forcément, ils jouent tous ensemble. Et comment on fait? Eh bien, nous, on a pris l'aspect de l'autre côté, je vais dire ça de manière vernaculaire, de l'autre petit bout de la lorgnette. On s'est dit, on va prendre le territoire, notre exposition totale, et on va voir si on arrive à dégager des pistes majeures. En étudiant, comme on l'a dit, donc nous, on va définir l'environnement comme étant la qualité des milieux. On va souvent dire environnement physique pour être sûr de ce qu'on parle. De ce dont on parle, pardon. Donc, en essayant d'évaluer, est-ce qu'on peut évaluer la qualité de l'air, des sols, de l'eau, en même temps, en un point donné? Et c'est ça notre question. Alors, on a fait un état de l'art, en premier lieu, quels étaient les facteurs de dégradation de l'environnement au sens physique, qui étaient en lien avec Crohn. Ça a été une première publication. On est ici en 2020. Il y a 39 publications à l'époque qui traitent du sujet. Il y en a beaucoup plus maintenant. C'est beaucoup plus renseigné. Et quelles conclusions on peut avoir? Deux grands types de conclusions. La première, c'est que finalement, quand on regarde, il n'y a pas beaucoup de pistes robustes. On a des grandes idées, des grandes orientations. On a étudié un peu la pollution de l'air. On se dit qu'être à proximité des routes, c'est un facteur plutôt qui pourrait engendrer une surincidence. Les PM2,5, les particules. Mais quelque chose, méthodologiquement, ce n'est pas très stable. Et puis, pour la pollution de l'eau, on a quelques micro-organismes. On a notamment Mycobacterium, par exemple, qui ressort. Mais vous voyez quand même très, très peu de pistes. Et on sait que, finalement, on ne va pas réussir à sortir un élément du tableau de Mendeleïev. On ne va pas dire cadmium, juste cadmium. On ne va pas pouvoir sortir ça. On sait qu'on est multi-exposé en permanence par l'ensemble des milieux en permanence, et c'est ça qu'on doit gérer. Les premières fois, quand on présente ce sujet, là encore, Madame Deveau s'est dit, maintenant c'est comme une évidence, mais à un moment, ça a été difficile. Quand on a demandé les premiers financements, on nous a dit, mais on ne vous finance pas parce que vous recherchez une aiguille dans une botte de foin. Et donc,
on ne sait pas tant que vous n'avez pas réussi. Donc ça nous a encouragés finalement à réfléchir à une méthode structurée qui nous mènerait finalement à progresser dans ces facteurs qui sont environnementaux. Et puis, la question qui nous était posée aussi, c'est est-ce qu'on connaît la qualité de l'environnement ? L'environnement, notre exposome à nous. Je ne sais pas parmi vous qui a un jardin, par exemple, mais est-ce que vous connaissez la qualité du sol de votre jardin ? Est-ce qu'un jour, vous avez fait une analyse ? On part tous du principe que notre jardin, c'est, vu qu'on n'y met pas de pesticides, vu qu'on n'y met pas de produits, que la terre est saine. On ne sait pas, en fait. Est-ce qu'on a une mesure de la qualité de l'eau ? Je vous montrerai tout à l'heure que, oui, on a des informations. Est-ce qu'elle est exhaustive ? Est-ce qu'elle couvre tout le territoire ? Est-ce que dans chaque commune de la zone EPIMAD, les 4 premiers départements que j'ai cités, est-ce que dans chaque commune, on a au moins une mesure ? Bon. Existe-t-il des bases de données ? Il existe pour l'instant des morceaux de bases de données. Est-ce qu'elles couvrent tout le territoire ? Pas toujours. Est-ce qu'il y a des données manquantes ? Oui. Est-ce qu'il y a des fournisseurs différents des données qui analysent les choses, le même polluant différemment ? Oui. Est-ce qu'on peut comparer ? Non, etc., etc., etc. Donc, on était vraiment convaincus, et c'est la première conclusion de cette review, qu'il fallait une nouvelle méthode. La deuxième chose, c'est ce qu'on a tout de suite remarqué, et les sols alors, dans l'histoire. Aucune étude sol, qualité des sols et Krohn n'avait été faite en 2020, d'où CROPS. Voilà. Ce graphique, vous avez les études juste environnement et santé, pas Krohn. Environnement et santé. R, c'est en orange. Gris, c'est l'eau. Et bleu, ce sont les sols. On s'est intéressé à l'impact des sols il y a très peu de temps, il y a moins de 40 ans. Et vous voyez, le nombre de publications au niveau mondial, il est quand même relativement restreint. Donc on s'est dit, peut-être que c'est une bonne piste, d'où CROPS. Alors, finalement, peut-être que les sols ne sont pas étudiés parce que les sols, au niveau sanitaire, ça n'a pas d'impact. Bon. Ici, vous avez une revue de la FAO et de l'UNEP 2021 qui liste l'ensemble des maladies qui sont induites par un sol contaminé. Donc, est-ce que le sol peut être contaminant ? Oui. Est-ce qu'il y a des liens entre sol et pathologie intestinale ? Est-ce qu'on a isolé des polluants ? Oui. Est-ce que Crohn est concerné ? Projet CROPS. Autre chose, que le sol pollué puisse avoir des impacts sanitaires, bon d'accord, on l'a vu, c'est la FAO et puis c'est plein d'autres publications. Mais finalement, de l'eau, on en boit, de l'air, on en respire, du sol. Comment on est exposé au sol ? Eh bien, de l'air, on en respire, de l'eau, on en boit, du sol, on en respire et on en boit. Les deux. Bien sûr, réenvol de poussière, c'est ce qu'on respire. Et puis, ingestion. Bien sûr, quand on se dit le sol, ça ne vient pas spontanément, mais dès qu'on y réfléchit, on se dit quand même la qualité du sol, dit contamination de la chaîne alimentaire, dit exposition involontaire. Mais du sol, le milieu, est-ce qu'on en mange ? On peut juste faire on s'arrête de bouger, regarder le nombre de personnes qui ont les mains sur le visage. Et puis, je veux juste pas vérifier vos ongles, mais il y a certainement des gens qui se mangent les ongles dans la salle. Eh bien, oui, on mange du sol tous les jours. Et pour vous donner un ordre de grandeur, un adulte, c'est 23 mg par jour de sol, en moyenne. Donc certains plus, les rugbyman plus, parce que voilà. Pour vous donner un petit comparatif, c'est un grain de riz. C'est un petit grain de riz. Voilà. Pour les enfants, ils en mangent à peu près 10 fois plus. Donc l'exposition au sol, oui, peut-être que ça sera l'idée on mange du sol. Donc ce n'était pas une idée totalement farfelue. Le projet CROPS est né avec les équipes que j'ai présentées tout à l'heure, et ça a été alimenté, ce projet CROPS, par 3 thèses. La thèse de Martin Pommel, qui s'est affairé à essayer de voir comment on pouvait, en tout point de l'environnement, en donner la qualité.
la thèse de Léo Ogbar, qui est là, qui lui est historien et qui a essayé de voir comment la qualité de la pollution évoluait dans le temps. Est-ce qu'on avait les mêmes pratiques environnementales? Est-ce qu'on avait les mêmes pratiques agricoles? Est-ce qu'on utilisait les mêmes substances à l'époque? C'est un prisme, c'est un petit angle de la thèse de Léo. Et puis ensuite, dans les clusters de surincidence de la maladie de Crohn et de sous-incidence que je vais présenter tout à l'heure, est-ce qu'on peut caractériser l'environnement et est-ce que cet environnement est différent de zones qui sont finalement neutres vis-à-vis des différences statistiques de l'incidence? Alors, je vais vous présenter l'ensemble de ces résultats en commençant par est-ce qu'on peut qualifier la qualité de l'environnement? Est-ce qu'on a des bases de données? Est-ce qu'une fois qu'on a qualifié l'environnement, je spoil un peu, on a réussi au moins à faire un indice général de qualité de l'environnement, il y a des communes qui ont le même type de contamination. Est-ce qu'on peut les regrouper? C'est ça la question qu'on s'est posée. Juste pour insister ici, le fait qu'on soit un groupe avec des sciences différentes ont permis d'utiliser des méthodes qui semblaient simples, par exemple pour les écologues, à des données de santé et vice-versa. Par exemple, on a utilisé des indices qu'on utilise tout le temps pour estimer la biodiversité. En écologie, on fait ça tout le temps. Eh bien, on les a utilisés pour étudier la diversité des spécialistes des médecins. Voilà. Donc, encore une fois, richesse de l'interdisciplinarité. Mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Collecte des données, base de données. Est-ce qu'on a des données qui caractérisent l'environnement? On a commencé le projet, on avait 5 indicateurs. On finit le projet. Il s'est terminé en décembre 2024, donc c'est tout frais, vous avez la primeur. Eh bien, on a maintenant 113 indicateurs sur la zone EPIMAD des 4 départements que j'ai cités tout à l'heure. Donc chacun de ces indicateurs, on les a caractérisés, on a rendu les données fiables, on a fait une carte, un atlas, etc., etc. Et on a calculé des indices de manière globalisée, en prenant ici, vous avez un indicateur sur le glyphosate et un indicateur en dessous qui est de la naturalité. Maintenant, c'est 2 choses différentes. Il y en a un qui s'exprime en milligrammes par kilo, l'autre qui s'exprime en densité d'espèces. Et maintenant, il va falloir faire communiquer ces 2 informations-là dans un indicateur. Je ne vous montre pas toute la mécanique. S'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et voici ce que ça donne quand on essaie de regrouper les communes qui ont le même profil de qualité environnementale. On a réussi finalement à définir 7 profils différents, des profils qui sont plutôt urbains, c'est ce qui est en noir sur la diapositive. Périurbain, c'est plutôt en gris. On a 3 profils agricoles, des profils agricoles plutôt intensifs et d'autres plutôt extensifs, ce sont ceux qui sont en vert foncé, et des profils, vous l'avez vu, on a mis naturel entre guillemets, on est quand même dans les Hauts-de-France, donc bon, c'est pas le Mercantour. Donc on a des profils plutôt naturels, donc des zones de pâturage qui sont extensives et des sites qui sont à proximité, qui sont liés, c'est bleu parce que c'est lié à des milieux qui sont très riches en zones humides. Alors forcément la question c'est et Crohn, pourquoi et Crohn? Alors préalablement, juste pour vous dire que ces profils, on a été en capacité de dire pourquoi ils existaient. Je vous donne 2 exemples. Les profils qui sont extrêmement urbains, les variables qui font ces profils urbains c'est celui qui est à l'extrême droite du graphique, que vous ne pouvez pas voir, c'est le pourcentage de terre artificialisée. Bon, ça colle quand même assez bien avec un profil urbain. Et si vous avez de l'autre côté du graphique, l'avant-dernier, l'étoile bleu foncé, c'est l'indice de naturalité. Donc oui, moins on est naturel, plus on est en centre urbain. Là aussi, ça paraissait quand même très cohérent. Un autre exemple, ici, pour les communes agricoles intensives sous influence urbaine. Donc là, petite info, on a souvent l'envie de se retirer de l'hypercentre pour être moins, finalement, exposé. Bon, voilà, dans notre région,
ces zones qui sont en jaune sont à la fois exposées à l'influence urbaine et commencent à être exposées à l'influence agricole. C'est un peu un combo. Donc bon, ce n'est pas le meilleur endroit pour la villégiature. Et là aussi, donc, on voit, et ça c'est extrêmement intéressant, sur l'extrême gauche, ce qui va définir ce profil-là, ce sont les cultures industrielles. Donc les cultures extrêmement intensives, dites industrielles. Alors, vous avez en dessous, on a repris au-dessus donc la carte de ces profils, et en dessous, la carte des risques relatifs de l'incidence de la maladie de Crohn. Et attention, je vais faire toutes les précautions oratoires nécessaires. Ce sont 2 cartes. Évidemment, on a tous envie de les superposer. On est d'accord. Corrélation, superposition ne veut pas dire causalité. Très bien. Donc la question, c'était très bien, on a défini des profils de pollution. Est-ce qu'il y en a un qui correspond plus à Crohn que l'autre? Alors, vous avez ici l'indice, les 7 profils qu'on a définis, qui sont en ordonnée. Et puis, en abscisse, vous avez le risque relatif. Chaque commune avec son risque relatif. Et puis, ce qu'on peut constater. Alors, est-ce qu'il y a un petit pointeur? Oui, presque. Bon. Les communes, les profils qu'on a appelés naturels, notamment celui-ci, on voit que toutes les communes ont un risque relatif qui est inférieur à 1. D'accord. Donc ça, c'est pour les communes avec un profil, disons, plutôt naturel. OK. Et on va tout de suite aller, j'allais dire, à l'opposé. Ces 2 profils-là, le jaune, qui sont les 2 profils d'agriculture intensive, eh bien, on voit que toutes les communes ont un risque relatif qui est supérieur ici à 1. Donc, vous voyez arriver la chose, évidemment. Et contrairement à une idée qui était répandue dans la littérature, effectivement, les résultats de cette étude ont plutôt tendance à montrer un lien avec l'agriculture, et pas toutes les agricultures, une agriculture qui est plutôt intensive. Alors, on a étudié de manière un peu plus précise les facteurs qui, là aussi, pouvaient être associés. Je dis pas, encore une fois, je prends une précaution, c'est une association. Et plus précisément, donc, on voit que en termes d'occupation agricole et de pratique agricole, on a un risque relatif qui est fort et qui est associé aux cultures industrielles et donc dans notre région plutôt à la culture de la betterave sucrière. Si on regarde sur le tableau qui est un peu plus à droite et qui parle de la contamination des sols agricoles, eh bien on a 2 facteurs, disons, on a 5 facteurs qui ressortent. Le molybdène, qui est plutôt inconnu, mais qui est souvent associé à l'arsenic. L'arsenic qu'on retrouve en 2e position et qui est un atome métallique qui est beaucoup utilisé en lien avec les produits phytosanitaires, en lien notamment utilisé de manière assez forte sur la betterave. Donc il y a une espèce de cohérence. Et quand on regarde les caractéristiques plutôt urbaines, ici l'association est significative, mais elle est inférieure au risque. Le risque relatif, est inférieur à 1. Je vais être très frustrée, mais donc Léo est encore là dans la salle pour répondre à des questions. Qu'a donné l'étude historique? Eh bien, alors l'étude historique, on s'est aperçu, conclut aux choses qui sont mentionnées en bas à droite de la diapositive. Là encore, une mise en évidence des cultures de betteraves sucrières avec l'arsenic vérifié et utilisé tout au long de la période d'étude selon le process, avec de l'arsenic utilisé comme pesticide sur ces cultures-là. Une mise en évidence aussi des zones de culture d'endives, et notamment dans la région de Saint-Omer, et des pollutions qui, là encore, on retrouve l'arsenic, le cuivre, le cadmium et le zinc. Vous pouvez dire, on a travaillé ensemble, donc on s'est influencé. Non. On a des méthodes qui sont tellement différentes, des pas de temps qui sont tellement différents, que bien sûr,
on a discuté en amont, on a mis en commun les méthodes sur comment on allait faire et les questions auxquelles on voulait répondre. Et ensuite, ça a été finalement, quand on a mis ensemble tous les résultats qu'on avait, on s'est aperçu à ce moment-là que nos résultats, finalement, étaient très cohérents les uns avec les autres. Donc, avec une influence qui était extrêmement faible. Donc, désolé Léo, je suis passée très très vite sur les méthodes, mais vous imaginez, donc c'est une lecture des archives, le fait de les trouver, le fait de les lire, de les exploiter, qui ont conclu à ces résultats qui sont là. Dernière partie de l'exposé, nous avons aussi, et là je tiens à le souligner, bénéficié d'un soutien pour le projet CROPS, qui est le soutien de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui nous a permis de faire 4 campagnes de terrain. Et je le souligne parce que c'est extrêmement rare. Quand on demande des financements en disant « Bonjour, je voudrais aller faire des analyses de terrain pour faire des analyses et savoir si c'est pollué », ben, on n'a pas forcément une réponse, c'est pas novateur. Donc on n'a pas souvent de financement de cette ampleur-là. Donc là, je voulais souligner vraiment le soutien de l'ANR. On a pu faire 4 campagnes. Une campagne de biosurveillance de la qualité de l'air avec des lichens. Je vais passer cet aspect avec un peu de frustration, mais pour rester dans le timing. On a fait une campagne d'eau, on est allé prélever de l'eau. Alors pour la petite histoire, pourquoi 154 points? Parce que dans notre région d'études, il y a 154 cimetières. On est allé prélever de l'eau dans les cimetières pour pouvoir l'analyser. On est allé faire une campagne de sol pour voir si les sols dans les clusters étaient vraiment de surincidence, étaient vraiment plus pollués qu'ailleurs. Donc avec des polluants dits conventionnels, les métaux, les HAP, les pesticides, les PCB. Je vais vous montrer ça sur la diapo d'après. Et puis, on s'est dit aussi, il y a des polluants qui n'ont pas du tout été étudiés. Et pourtant, maladie de Crohn. Il y a des polluants, et notamment, qui sont appelés ici pudiquement polluants émergents. On s'est intéressé finalement aux résidus de médicaments et aux perturbateurs endocriniens. Parce que, comme il est noté ici, finalement, je cherchais l'âge, le pic de diagnostic, 15 ans chez les garçons, 30 ans chez la femme. On s'est dit, mais est-ce que ça ne serait pas un peu hormonal, cette histoire? Comme on n'avait aucune donnée, on est allé refaire une campagne de prélèvement pour caractériser les milieux vis-à-vis de ces polluants émergents-là. Alors, les campagnes de terrain, c'est un peu long, mais je passerai là-dessus. Voici les 16 familles de polluants qui ont été analysées, donc on a essayé d'être assez exhaustif. Et voici la deuxième campagne de sol avec les polluants émergents. Le tableau qui est sur la droite est fait pour attirer l'attention. On a l'impression que l'environnement s'est très très bien caractérisé. Quand je vous ai dit tout à l'heure, on va étudier les résidus médicamenteux et les perturbateurs endocriniens, vous vous êtes peut-être dit, mais ça on sait l'analyser. Ben oui, on sait l'analyser dans l'eau. Si vous regardez le tableau qui est là, y compris la dernière ligne, l'ibuprofène dans les sols, en 2023, 0 publication. Pas de méthode pour analyser ça. Paracétamol, 2 publications au niveau mondial. C'est la molécule qu'on utilise le plus. On sait, dans l'eau, oui. Dans l'air, je ne sais pas. Dans les sols, jamais fait. Donc, bon, on avait une thésarde à qui le défi ne faisait pas peur. On a mis 1 an pour juste établir le protocole et on commence à avoir les premières cartes dans les clusters pour essayer de voir s'il y a une incidence hormonale. Donc c'est le tout début, c'est tout frais, ça nécessite d'être robuste. Donc je ne donnerai pas de résultats et de conclusions sur ces polluants-là. Il nous faut encore un peu rendre les choses robustes, mais c'est une piste d'étude intéressante. On a pu, grâce à cette thèse, définir des profils. Sur la gauche, des profils de surincidence qui sont assez cohérents et on retrouve nos métaux, arsenic, cadmium. Et par contre, dans les profils de sous-incidence, moins de cohérence, beaucoup plus d'hétérogénéité, pas de profil vraiment défini et je dirais même des profils de sous-incidence qui ressemblent un peu parfois au profil de surincidence. Donc ça nous a beaucoup questionné. Pour conclure, cette étude a apporté dans des données environnementales 94 000 nouvelles mesures de l'environnement, ce qui est juste considérable.
On disait tout à l'heure qu'il y a des bases de données sur l'eau. Effectivement, au niveau national, il y a une base de données sur l'eau. On a étudié le Nord et le Pas-de-Calais, parce qu'on est de là et on a commencé ça, et on avait 35 polluants sur l'eau. Quand on a intégré la Somme et la Seine-Maritime, on avait tellement de données manquantes dans ces deux départements-là qu'il ne nous restait plus que 4 polluants à la fin, sur les 35. Donc, est-ce qu'on connaît l'environnement encore mal? Et est-ce que la donnée est essentielle? Là, je vous ai présenté des jolies cartes, mais il nous manque encore énormément de données. Et il y a des familles, on parlait des PFAS tout à l'heure, qui sont renseignées, qui commencent à être renseignées, mais il faudrait qu'on ait beaucoup plus d'informations. Ça sera mon dernier mot, la poursuite d'études sur les sols, sur les perturbateurs endocriniens. On n'a pas du tout travaillé sur les agents biologiques. Et ça, on parlait tout à l'heure de l'école vétérinaire, de la maladie de Jones, etc. On est quand même assez convaincus dans tout le groupe qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et je terminerai sur ça. On a travaillé sur les 4 départements du Nord, quand on regarde à l'échelle de la France, et ça explique pourquoi on a eu des difficultés. Nos clusters de sous-incidence sont des clusters de sous-incidence à l'échelle de notre périmètre, du périmètre EPIMAD, mais quand on regarde à l'échelle de la France, ce ne sont pas des vrais clusters de sous-incidence. C'est pour ça qu'on a eu du mal à les caractériser. Donc la suite de l'histoire, pour nous, c'est d'étendre au territoire national pour trouver vraiment une vraie différence, d'une part, et d'autre part, on a quand même, c'était notre question, est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux, des pistes? On a réussi à faire émerger des pistes, les sols, les perturbateurs endocriniens, l'arsenic dans les sols, et d'autres, il y a quelques pesticides, cultures betteravières, etc. Donc on a réussi à isoler des pistes. Maintenant, il faut qu'au niveau individuel, au niveau des études épidémiologiques, on teste la robustesse de ces pistes. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie surtout toute l'équipe, tous les gens qui ont contribué, que ce soit financièrement, c'est important malgré tout. Et puis même en termes de partenariat, à nous aider à développer toutes ces nouvelles méthodes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Question. Bravo et merci, c'est très très intéressant. J'ai une question qui porte sur le fait que là vous mesurez des incidences dans l'espace et puis vous faites des prélèvements sur les sols, mais en fait il y a une question de temporalité, c'est-à-dire que vous mesurez les polluants dans les sols, enfin vous avez compris quoi. Peut-être que, est-ce que vous avez accès à des prélèvements des sols qui sont antérieurs avant que la maladie se déclare? C'est justement tout l'avantage d'avoir les 3 milieux ensemble. Évidemment, air et eau sont des fluides, donc on a une mesure à un temps T et la mesure au temps d'après peut avoir évolué. Autant les sols et notamment les métaux, c'est quand même relativement stable. Donc il y a vraiment, je ne vous ai pas montré les cartes ici, mais on a fait une carte tout sol, tout polluant sol, tout polluant eau, tout polluant air, et les 3 apportent de l'information. Ça, c'est une première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est sur les clusters Crohn. Il y a une étude spatiaux, je vous ai montré très rapidement, trop rapidement, pardon pour mes collègues, les clusters spatiaux, mais ils ont été étudiés en termes spatio-temporels et ils sont robustes dans le temps. Pour compléter la question, est-ce qu'on a une idée par rapport à la pollution liée à l'agriculture intensive? Est-ce qu'on a une idée de l'époque où cette pollution est apparue? Est-ce que ça corrèle avec une incidence un peu décalée, par exemple, des maladies? Alors, la latence entre l'apparition et puis... c'est tout l'intérêt de l'étude historique. On a pu faire cette, j'allais dire cette corrélation, non pas corrélation, on a pu mettre en lien effectivement les choses et l'évolution des pratiques, mais le côté culture betteravière et utilisation de l'arsenic, c'est sur un temps long. Je sais que je ne réponds pas à 100% à votre question. Est-ce qu'on a pu définir un temps de latence d'apparition de la maladie après exposition? Non. On ne l'a pas fait. Oui,
Merci beaucoup pour cet exposé. En fait, si on regroupe votre exposé avec celui de Franck tout à l'heure, on retrouve les métaux lourds, en particulier le zinc qui avait été trouvé dans une étude Nutrinet, dans l'étude des NURS. Moins on a de zinc dans notre alimentation, plus on a de risque de Crohn. Et je me suis demandé si ce que vous trouvez comme polluant dans les sols était du zinc à l'état libre, j'allais dire, ou si c'est du zinc qui est pris en charge par d'autres molécules et qui ferait qu'il soit moins biologiquement disponible, par exemple. Alors, on a fait 2 méthodes d'analyse des métaux, une analyse totale. Donc, on mesure le métal, quelle que soit sa forme, qu'il soit atomique, ionique ou moléculaire. Et puis, on a fait aussi une mesure de... alors ça, on a fait une partie des points que je vous ai montrés là, en mesure extractible, c'est-à-dire la partie la plus mobile, donc celle qui est susceptible de rentrer dans la chaîne alimentaire ou qu'on est plus susceptible d'assimiler. En laissant de côté les formes d'oxydation, par exemple, qui sont très stables dans les sols et auxquelles on a peu de chances d'être exposé. Donc j'ai montré certains polluants, je ne les ai même pas montrés polluant par polluant, mais en fait on a 2 niveaux d'expo possibles. Et alors est-ce que c'est différent ? On n'a pas étudié encore, ça c'est quelque chose à faire, réellement polluant par polluant. Parce qu'on voulait viser les bons. Et nous, on est plutôt partis sur l'arsenic, sur l'arsenic et sur le molybdène, puisque, je ne l'ai pas mentionné, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais les toxicologues qui nous accompagnent, qui sont juste derrière vous, une fois qu'on a sorti, nous, ces facteurs environnementaux, on voulait savoir si c'était plausible, s'il y avait des mécanismes, s'il y avait déjà eu des études cliniques ou d'inflammation qui existaient. Et une fois qu'on a fait cette étude-là, en disant vers quelle piste, on est plutôt parti sur l'arsenic. Donc je ne peux pas vous répondre pour le zinc, c'est ça ce que je veux dire. Oui, bonjour. Merci d'abord pour votre exposé, super intéressant. La question que j'avais, c'est est-ce que dans votre projet, vous prenez l'angle de l'étude du polluant? Est-ce que vous avez envisagé aussi de regarder l'angle de la richesse des sols en termes de nutriments, par exemple? Je raccroche ça avec le précédent exposé où il y a des liens clairement avec la partie alimentation et le fait que les sols soient dus à tout ce qui est agriculture industrielle soient de plus en plus dégradés en termes de richesse, de biodiversité, de nutriments, de minéraux, etc. Est-ce que c'est un angle auquel vous avez pensé qui pourrait aussi venir contribuer à cette incidence des MICI liée justement à cette pauvreté des sols? Alors on a des variables agronomiques dans nos indicateurs de qualité de sol, dans les mesures qu'on a faites, mais aussi dans les bases de données existantes, dans le data reuse qu'on a fait. On a utilisé une base de données, il y a un groupe d'intérêt scientifique qui s'appelle le GIS-Sol, qui fait depuis 2007 des campagnes de qualité des sols, et ils ont ces indicateurs exprimés en tout cas, et ils nous ont donné accès. Donc oui, ça a été intégré. Oui, très court. C'est une question qui est peut-être un petit peu historique, mais les zones, les clusters, la surincidence, c'est une zone où il y a eu un peu la guerre et où il y a eu pas mal des choses. Et finalement, on parle beaucoup là, de l'agriculture et de l'origine de contamination des sols par ce biais-là, mais est-ce que cette dimension-là de la pollution des sols par les années de guerre a été prise en compte et est-ce qu'il y a des différences ? On a regardé et on n'avait pas de... On a regardé, déjà, on a essayé de définir les polluants qui étaient liés à l'activité de guerre. Donc, c'est pas extrêmement évident de faire un lien assez direct en disant, comme il y a eu un champ de bataille là, on va retrouver tel polluant. C'est pas si évident que ça, mais ça a été une hypothèse qu'on a testée et plutôt assez vite abandonnée quand on dézoomait finalement à l'échelle de la France. Oui, merci beaucoup pour cette super exposé. C'était juste une remarque à propos de l'arsenic, qui apparemment est une contamination extrêmement diffuse dans le monde, notamment en Inde, je crois, à travers le riz. Et donc, je me demandais, s'il y avait une incidence particulière de la maladie de Crohn dans ces pays. Et deuxièmement, c'était juste une suggestion, parce qu'il y a eu un très gros cluster
un gros projet mené par l'Université de Berne, où ils ont beaucoup travaillé sur l'arsenic, les modifications de l'arsenic par le microbiome, à la fois du sol et du microbiome des animaux et comme modèle humain, et que je me disais que peut-être il y a des choses qui pourraient être faites avec eux. C'est Mathias Herbe et Andrew McPherson, si jamais vous avez, qui pourraient être peut-être des interlocuteurs. Et sur l'Inde, on sait si en Inde il y a plus de Crohn? Moi, je ne sais pas. Pardon. Oui, on a parlé des sols et je me souviens de Pierre Desremaux justement qui parlait des mesures d'empêchement de ces études. Donc je suis content de voir que quelques années après, c'est abouti. Qu'en est-il des sous-sols justement, puisque c'est des régions minières, etc. Est-ce que vous avez tenu compte ou est-ce que ça explique l'arsenic aussi? Alors, c'est pas dans nos régions qu'on a logiquement le plus d'arsenic. On devrait être plutôt dans les montagnes, dans les massifs armoricains, au pied du massif central, etc. pour l'arsenic. Dans les massifs montagneux assez vieux. Mais oui, on a tenu compte de la géologie. Ça a été une des premières explications. On s'est dit peut-être que c'est lié au sous-sol. Et c'est pour ça qu'on n'écarte pas totalement le molybdène. Moi, je suis un petit peu convaincue, parce que d'abord, on n'y connaît rien, donc c'est intéressant. Enfin, pas grand-chose, pardon. Donc, ça serait intéressant d'y aller. Et ça corrobore un peu ce que vous mentionnez. Le molybdène, il est un peu présent dans les minerais, mais surtout si on l'a en contamination. Et c'est parce que la roche-mère peut en être riche. Donc on pourrait rapprocher, mais oui, on a étudié, on a considéré la qualité du sous-sol. Et c'est pour ça qu'en conclusion, je disais que ça serait bien qu'on étende à la France, mais c'est un petit peu ce point-là qui nous fait peur. On a peur d'avoir une carte plutôt géologique qui ressorte plutôt qu'une carte de qualité de l'environnement. Merci beaucoup.